Bonsoir. Touché, mais pas coulé. Le Conseil de Paris, tout à l'heure, rejette la construction de la tour Triangle qui devait prendre place ici, tout près de BFM Business, au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles. Mais la mairie de Paris va saisir la justice parce que le vote secret n'a pas été tout à fait secret. Quel psychodrame tout à l'heure au Conseil de Paris. Alors sur le fond, une question toute simple. Est-ce qu'avec ce vote négatif, Paris va perdre de la hauteur? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. C'est jusqu'à 20h30 comme tous les soirs, les décodeurs de l'écho avec vos remarques sur le compte Twitter. J'en ai déjà quelques-unes justement de ces remarques. Je vous donnerai la parole dans un instant. Les meilleurs décodeurs sont là comme tous les soirs avec Henri Buzy-Cazot. Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers. Olivier Gérard à la tête de Cushman & Wakefield en France, l'un des géants mondiaux de l'immobilier de bureau. Antonio Duarte, architecte urbaniste, économiste, président de l'Association du Grand Paris. Et puis Rémi Prudhomme, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Tout à l'heure à 20h, l'ancienne présidente du MEDEF sera avec nous, Laurence Parisot. Alors cette tour triangle avec cette silhouette pyramidale, 180 mètres de haut, 80 000 mètres carrés de bureaux, plus presque 6 000 mètres carrés de crèches, de maisons de santé, 1600 mètres carrés de commerce. Bon, bah pour l'instant, bien, va falloir patienter quelques instants. Oui, c'était l'ambiance des grands jours, hein, tout à l'heure au Conseil de Paris. C'était un petit peu dissipé même parfois, donc le vote du Conseil de Paris avec Jean-Baptiste Huet qui était sur place avec une coalition hétéroclite qui défendait eh bien, soit la tour Triangle, soit qui la critiquait. Sans reportage. Pendant quelques instants, les opposants à la tour Triangle, l'UMP, l'UDI, le Modem, les Verts, ont bien cru avoir enterré le projet. Sur les 163 conseillers de Paris, 83 votes contre, 78 pour, un bulletin nul et un non-votant. Mais quelques minutes plus tard, c'est la douche froide. Anne Hidalgo annonce la nullité du vote. Le scrutin était à bulletin secret et plusieurs conseillers de tous bords n'ont pas pu s'empêcher de fanfaronner en brandissant leur bulletin de vote avant de le glisser dans l'urne. Un cadeau du ciel pour la maire de Paris, impossible pour Anne Hidalgo de ne pas en profiter. Lorsqu'il y a une mise en cause du secret du vote, chaque bulletin ayant fait l'objet d'une publicité peut être annulé. Nous avons les documents à l'appui puisque la séance a été filmée et que beaucoup d'élus se sont eux-mêmes filmés comme si nous étions dans un jeu et non pas dans un exercice sérieux de démocratie. À la sortie, Nathalie Kosciusko-Morizet, la présidente du groupe UMP au Conseil de Paris, fulmine. Tous ont montré leur bulletin. Les conseillers de Paris de gauche ne sont pas plus allés dans l'isoloir. Ils l'ont tous montré. Il y a des adjoints qui ont montré leur bulletin au moment de voter. C'était donc un choix collectif. Si elle désapprouvait ça, il fallait le dire tout de suite. Il ne fallait pas attendre le résultat, voir que le résultat ne lui était pas favorable et finalement le refuser. C'est maintenant l'administration qui va prendre le relais. La maire de Paris décide d'en appeler au préfet afin de contrôler la légalité des actes et des procédures de vote. Et en même temps, Anne Hidalgo saisit le tribunal administratif. À partir de là, deux solutions. Décompter du résultat les bulletins qui ont été brandis publiquement ou bien procéder à un deuxième vote. Mais dans tous les cas, voilà de quoi rallonger un dossier qui traîne depuis presque 10 ans. Voilà le reportage, c'était tout à l'heure à la mi-journée au Conseil de Paris, reportage signé Jean-Baptiste Huet. Ça faisait un petit peu cours d'école, hein, n'est-ce pas, Henri Buzy-Cazot? Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette tour triangle? Elle est jolie pourtant. Les étudiants de mon école sont beaucoup plus disciplinés, je tiens à le dire. Oui, alors elle est jolie, mais c'est une tour. Ouais. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une prévention collective de l'opinion et des élus qui relaient l'opinion, ils sont aussi là pour ça d'ailleurs, contre les tours.
Alors, pourquoi Eh bien parce qu'il y a une esthétique de la tour qui heurte la hauteur moyenne de la ville. Et puis, il y a une prévention contre la densité. Alors, on ne peut pas réduire ce projet à la question de la densité, de la densification, mais clairement, dans une ville dont le maximum est 37 mètres, c'est bien pour ça qu'il y a eu un vote pour une dérogation au PLU, on va s'élever, monter à 180 mètres. Oui, alors voilà, il faut juste rappeler la réglementation, Henri Buzicazo, parce que là on parle, je ne veux pas qu'on aborde des termes trop techniques, hein. Jusqu'il y a 4 ans, c'était 37 mètres maximum dans Paris, depuis 77. Hein. La tour Montparnasse, elle fait 200 mètres d'eau, mais c'était une décision antérieure à 77. 72. Voilà, 72, la tour Montparnasse. Donc c'est pour ça qu'il y a une immense tour dans Paris, une seule. Pour le reste, c'est 37 mètres, point à la ligne. Absolument. Depuis 4 ans, les autorités, la ville de Paris, a décidé qu'on pouvait aller au-delà de 37 mètres à condition de construire sur la périphérie, c'est-à-dire le long du périphérique, c'est ça? Oui, exactement. Alors c'est d'ailleurs un argument qu'utilise l'opposition municipale pour dire qu'il ne s'agit pas là d'une construction qui est dans l'ordre de ce qui était possible, mais c'est bien une exception et on a modifié le plan local pour faire comme ça une tour qui va 180 mètres maximum. Va être hérissée dans la ville. Voilà. Ouais, la réglementation. Il y a effectivement une prévention contre les tours. La question est ensuite de savoir si on en a besoin et de savoir aussi si elle défigurerait ou pas la ville, ce que je ne pense pas. Ça fait partie des questions qu'on va se poser. Olivier Gérard de chez Cushman et Wakefield, un sondage BVA qui date d'1 an et demi à peu près, 62% des Français opposés au tour. Pourquoi une telle controverse? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas les Parisiens? Je crois que premièrement, il faut se rappeler de l'histoire de Paris. Paris est une ville qui est encerclée par d'anciennes fortifications qui aujourd'hui sont transformées en boulevard périphérique. On est dans une ville de petite taille sur laquelle on a une visibilité dès que l'on prend de la hauteur sur quasiment l'intégralité de sa parcelle. Le fait est que depuis très longtemps, depuis la période d'Haussmann-Napoléon, la ville n'a pas changé, la ville n'a pas été transformée. Il faut se rappeler de certains projets qui ont été extrêmement problématiques à faire vivre, comme le centre Georges Pompidou ou la pyramide inversée du Louvre, qui ont été des sujets de débat infinis. Pour Paris, je pense qu'on est dans la même logique. Oui, mais vous avez raison de citer ces exemples, Olivier Gérard, la pyramide du Louvre, les colonnes de Buren au Palais Royal. Je me souviens des débats enflammés à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont des monuments extrêmement visités, extrêmement courus, et qui se sont fondus dans le paysage. C'est magnifique, la pyramide du Louvre. Alors, je vous donnerai juste une petite orientation à la discussion. Nous avons l'habitude de regarder Paris par rapport à d'autres grandes capitales mondiales lorsqu'on accueille des entreprises, que ce soit des investisseurs ou des utilisateurs. La ville la plus proche, qui est une des villes les plus regardées dans le monde, et parmi les 3 villes les plus regardées dans le monde par les utilisateurs et les investisseurs, c'est Londres. Londres compte aujourd'hui 237 projets validés ou en cours de validation pour des constructions de plus de 20 étages. Paris n'en a quasiment pas et quand on en sort un, ça fait polémique. Donc je pense qu'il faut relativiser les choses. Et Anne Hidalgo est allé voir justement ce qui se passait du côté de Londres, aller voir justement tous ces projets de tours. Ça se passe bien là-bas et Londres en tire parti quelque part. Complètement, Londres en tire parti, les entreprises se rénovent et se revitalisent. Le gros débat aujourd'hui, c'est l'utilisateur. Les utilisateurs étaient pour Londres essentiellement la finance. Aujourd'hui, Londres a investi, et pas seulement Londres, mais le gouvernement, Cameron, pour lancer une dynamique autour des technologies et du data center et des nouvelles technologies. Et Londres a créé pour cela une organisation qui est destinée à attirer les regards et à communiquer sur cette ville qui est dynamique. Antonio Duarte, les Parisiens n'aiment pas les tours, ont peur des tours justement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un mauvais souvenir dans Paris? C'est la tour Montparnasse. Il y a évidemment 2 problématiques à Paris. Il y a une tradition historique, c'est la ville des Lumières, avec un patrimoine historique, architectural exceptionnel, donc que chacun évidemment connaît. Et en même temps, il y a toujours une tradition d'innovation architecturale. Pensez aux 2 tours de l'église Notre-Dame. À l'époque, c'était des tours. Évidemment, la tour Eiffel, il faut se souvenir qu'elle était très contestée à l'époque. Le Conseil de Paris, en 1903, a voté pour sa destruction. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des symboles de Paris. Pensons aussi à la Porte Maillot, on ne l'a pas cité, qui aujourd'hui s'inscrit dans le paysage et dans l'axe historique comme un repère urbain qui est moins contesté que la tour Montparnasse. Donc ne focalisons pas sur les échecs, il y a eu des réussites et je crois que Paris ne peut pas évidemment rester à la traîne
au niveau international. Il y a vraiment une question d'attractivité, il y a une question d'innovation architecturale qui se pose, et en même temps, il y a une vraie problématique de pédagogie vis-à-vis des Parisiens, vis-à-vis des grands Parisiens. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut construire uniquement des tours en dehors de Paris comme à la Défense, ou est-ce qu'on peut en construire intramuros? Intramuros, oui. Rémi Prudhomme, c'est un peu pas touche au paysage haussmannien traditionnel de Paris. On est un poil conservateur? Oui, il y a en effet dans le sentiment de beaucoup de gens un souci qui est conservateur, parce qu'il y a quelque chose à conserver. Paris est une ville très très belle. Quand on le compare avec Londres, il y a beaucoup plus à conserver dans le centre de Paris que dans le centre de Londres. En comparaison avec Londres est un tout petit peu biaisée, parce que on compare la municipalité de Paris, 2 millions d'habitants, avec Londres qui en fait 7,5. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait davantage de choses à Londres ainsi définies qu'à Paris. Si on prenait un Paris plus grand, sans même aller chercher le Grand Paris, dont on va parler sûrement tout à l'heure, il y a la Défense. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas construit la Défense, qui est le plus grand ensemble européen. Pas et on continue de construire. Il y a la tour Total, donc, qui date d'une vingtaine d'années. La tour Majunga, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Comment? La tour oui, la First aussi. La tour First qui a été livrée il y a quelques années maintenant. Voilà. Et il y a d'autres projets qui vont voir le jour. Alors qui sont plus ou moins à l'arrêt. Je pense à la tour Phare, notamment la tour Signal. Tout ça, c'est pour l'instant entre parenthèses. Ava, qui est un projet qui devrait sortir. Enfin, bon, il y a dans le cadre du plan de renouveau de la Défense, il y a eu tout un élan positif de construction de nouveaux ensembles à partir d'existants, puisqu'on a doublé les hauteurs. On a accepté de doubler les hauteurs, ce qui est un parti pris intéressant. Et le deuxième parti pris a été de créer des parcelles là où elles n'existaient pas, de transformer les surfaces au sol pour créer des bâtiments et donc créer de la superficie. Oui, allez-y, pour revenir, oui, Paris s'est transformé depuis le 19e siècle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je lisais hier soir là, un livre que Jameux vient de publier sur Chopin. Et il recense les 7 ou 8 endroits où Chopin a vécu. Et il invite les gens à y aller, mais il dit dans la quasi-totalité des cas, il n'y a rien qui reste du paysage, des rues, des immeubles dans lesquels Chopin a habité. Donc il y a eu des restructurations, mais qui ont été de petite taille, qui ont été des restructurations sur elles-mêmes, sans casser l'esthétique. Alors, bon, l'esthétique, évidemment, des gustibus non disputandum. Moi, tout de même, j'avais été frappé par ce que disait quelqu'un qui est étranger à Paris, étranger à toutes les considérations politiques, qui est Francesco Bandarin, qui a été pendant longtemps le responsable du patrimoine mondial à l'UNESCO, et ensuite il était le directeur de la culture à l'UNESCO. Il vient de prendre sa retraite. Il avait des mots très sévères sur cette tour. La tour Triangle. Sur la tour Triangle. Oui, je me souviens, il avait des mots très sévères et il disait, ce qui est vrai, Paris est une ville horizontale. Il y en a d'autres. Saint-Pétersbourg est une ville horizontale. Et lorsque Gazprom a voulu construire une tour encore plus élevée que celle dont nous parlons, il y a eu beaucoup de gens, à commencer par le patrimoine mondial, qui ont crié très fort et qui ont fini par se faire entendre. On va l'emporter, oui. Henri Buzicazo, quand même, la question de l'esthétique, c'est important, c'est ce que vous abordiez tout à l'heure, mais pardon, ce quartier, il se fait qu'on le connaît bien ici à BFM Business, on y vit, on y travaille, on est installé ici au bord du périphérique, entre Porte de Sèvres et Porte de Versailles. C'est un quartier extrêmement laid, voilà, avec des embouteillages, de la pollution, du bruit, des salons, etc. Cette tour, quelque part, elle va pas forcément dépareiller, elle va pas forcément ruiner le paysage, gâcher le paysage, hein, non? Déjà, je pense en effet que on ne risque pas de voir ce quartier dégradé, parce qu'il n'est pas le meilleur exemple, sous le contrôle d'un grand architecte, il n'est pas le meilleur exemple de beauté urbaine. Donc on parle d'utilité. L'utilité, en tout cas, elle est là. Et cette ville, il faut qu'elle se garde aussi
d'être une ville musée. C'est vrai pour les bureaux, c'est même vrai pour les logements. Il faut prioritairement loger un maximum de ménages qui veulent aussi habiter intramuros. C'est la question de la densité. Elle apparaît aussi pour les ménages. Et puis, il faut loger les entreprises. Alors, on entend un débat consistant à dire, mais on n'a pas besoin de ces 80 000 mètres carrés, je crois, de bureaux. Il y a des bureaux partout, et notamment alentour. Mais ces bureaux, et là, vrai, faux, parce que ce sont les arguments des contre. Hein. Oui. Ils disent 80 000 mètres carrés supplémentaires, c'est inutile à Paris, qui compte déjà 18 millions de bureaux, 6 à 7% de vacants. Henri Buzicazo, vrai ou faux ce qu'ils disent? Mais la question, c'est les bureaux vacants, qui sont en effet très abondants, et mon voisin pourra préciser les chiffres, les valider. Voilà, ces bureaux sont là. Sont-ils à la mesure des besoins des entreprises, notamment internationales, qui regardent Paris ou Londres ou d'autres capitales? Est-ce qu'ils ont la modernité nécessaire? La réponse est non. C'est tellement vrai que les quelques 500 000 mètres carrés de bureaux vacants, j'ai longtemps dit... la transformation en logement ne doit pas être envisagée, ça coûte trop cher, c'est pas un sujet. Mais aujourd'hui, ces 500 000 mètres carrés ne peuvent pas être réinjectés dans le marché de bureaux. C'est dire à quel point il y a une obsolescence de l'offre de bureaux dans Paris, comme elle peut arriver dans toutes les villes. On a là un élan de modernisation de l'offre de bureaux, et pas seulement l'adjonction de 80 000 mètres carrés. Ce sont 80 000 mètres carrés dont on a besoin, tels qu'ils sont, tels qu'ils seront. Olivier Gérard, de chez président de Cushman Wakefield France, les bureaux installés dans l'haussmannien, voilà, traditionnel, le bon vieux Paris. Est-ce qu'ils sont obsolètes? Est-ce qu'ils ont du mal justement à trouver preneur? Est-ce qu'il faut justement les remplacer par des bureaux dans des tours, par exemple? Alors je reviens sur ce que disait Henri Buzicazo. Mon voisin Henri Buzicazo. Premièrement, oui, Paris effectivement dispose d'un stock, d'un parc important, puisqu'on a à peu près 53 millions de mètres carrés de bureaux. Quand on dit Paris, c'est Paris-Île-de-France, bien sûr. Paris Intramuros, c'est la première périphérie immédiate, représente à peu près 26 millions de mètres carrés, donc à peu près la moitié du stock. Et sur ces 26 millions de mètres carrés, effectivement, il y a aujourd'hui un taux de vacances d'à peu près 8%. Donc il y a effectivement des mètres carrés disponibles qui sont importants. Les mètres carrés disponibles sur l'Île-de-France sont beaucoup plus en deuxième périphérie, sur des sites qui étaient auparavant destinés à des campus. Les campus sont revenus près de Paris et se sont transformés d'une forme horizontale à une forme verticale, les tours à la Défense. Aujourd'hui, quand on regarde Paris Intramuros, et pour revenir à votre question, les haussmanniens effectivement représentent encore une bonne partie du parc. Les haussmanniens sont souvent morcelés avec des lots de 500 à 1000 mètres carrés, ne représentent pas la grosse partie du marché. Le dynamisme du marché aujourd'hui est occasionné par les entreprises qui ont une orientation internationale. Ces entreprises prennent, on l'a défini comme ça chez Cushman Wakefield, des superficies de plus de 4000 mètres carrés lorsqu'elles ont une orientation internationale. Et ces entreprises-là représentent 50% de l'offre placée chaque année. Cette offre placée se destine uniquement à des immeubles neufs ou restructurés, que ce soit des IGH ou pas. Et ces mètres carrés... Des immeubles à IGH... immeubles de grande hauteur, voilà, donc les tours. Cette destination obligatoire pour les entreprises est destinée à rationaliser ces implantations et à avoir des immeubles efficaces et qui, malgré ce que l'on peut penser, ne consomment pas et consomment de moins en moins d'ailleurs. Donc pour revenir au résultat, sur un stock actuellement disponible de 8% sur l'ensemble du parc, ce qui représente à peu près 4 millions de mètres carrés, il faut savoir que seul 1 million de mètres carrés correspondent à des immeubles neufs ou restructurés sur toute l'île de France. Et quand on regarde Paris, il n'y a rien. Ouais. Donc Paris a besoin de mètres carrés nouveaux. Donc on a besoin de mètres carrés nouveaux, on a besoin de ce type de tour, hein, justement peut-être symbole de dynamisme, d'attractivité de Paris. Voilà ce que disait l'un des adjoints de Anne Hidalgo, le socialiste Bruno Julliard tout à l'heure. Donc après le vote négatif du Conseil de Paris, il est extrêmement déçu. Il le disait à Jean-Baptiste Huet. Si le projet du Tour Triangle était durablement rejeté, ce serait évidemment un mauvais signal envoyé aux investisseurs parisiens, aux investisseurs français, mais aussi aux investisseurs étrangers qui ont envie d'investir dans Paris, qui croient en la compétitivité de Paris. Et la Tour Triangle est un élément déclencheur, au-delà même de l'intérêt de la Tour Triangle. C'est aussi un signal envoyé à l'égard de tous ces investisseurs. Voilà, donc Bruno Julliard, adjoint PS de la maire de Paris, Antonio Duarte, architecte urbaniste, président de l'association du Grand Paris. Quand on a Paris
avec Londres, dont on parlait il y a un instant, Milan, Moscou, voilà les grandes métropoles. Est-ce que c'est un coup porté à l'attractivité de la capitale? C'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que Paris perd de la hauteur à cause de ce rejet de la tour triangle? Naturellement, déjà Paris avait du retard. Il y avait un problème structurel dont vous parliez tout à l'heure. Il n'était pas structuré en métropole du Grand Paris. La métropole arrive en 2016, mais aujourd'hui on n'a pas les projets, on n'a pas le dynamisme, on n'a pas l'image de modernité que les autres métropoles ont. On a évidemment énormément de retard sur Londres en particulier, mais sur Barcelone aussi, qui innove, qui fait des tours, qui fait des belles tours. Et aujourd'hui, à l'échelle du Grand Paris, effectivement, on a uniquement des tours à la Défense, mais ce sont des relativement petites tours. Elles sont plafonnées à 300 mètres parce qu'il y a un plan de vol aérien au-dessus de la Défense. Donc elles sont 2 fois plus petites qu'à Shanghai ou à New York. Donc on a déjà ce problème structurel à l'échelle du Grand Paris. On n'a pas non plus de site alternatif comme Canary Wharf à Londres, avec un deuxième pôle d'affaires important qui rééquilibrerait les bureaux dans l'est ou dans le nord de Paris. Et aujourd'hui, ça fait défaut. Et de la même manière, à Paris Intramuros, il y a une modernisation du parc de l'immobilier d'entreprise qui est indispensable. Vous en parliez tout à l'heure. Il faut rénover l'haussmannien, il faut le rendre plus écologique, il faut le rendre plus souple en termes de cloisonnement, d'adaptation par rapport au mode de vie des entreprises aujourd'hui. Et il y a pas assez d'offres. Il faut faire une politique de l'offre. On parlait de la demande, mais à partir du moment où on construit effectivement des grands ensembles pour des grandes entreprises, parce qu'on est en France, on a un des pays qui a le plus de grandes entreprises, on a plus d'entreprises dans le CAC 40 qu'en Allemagne ou en Angleterre par exemple. Il faut les loger. Toutes les banques, les compagnies d'assurance, elles partent de Paris parce qu'elles ne trouvent pas des grands immeubles. Et ça se loge uniquement dans des tours ou ça peut s'installer également dans ce qu'on appelle les campus, Olivier Gérard par exemple. On dit que dans les campus, c'est-à-dire bon voilà, en fait ce sont des surfaces planes ou des immeubles assez bas, les entreprises qui ont besoin que les services communiquent plus facilement entre eux justement. Est-ce que ces campus justement, c'est pas l'avenir, c'est pas l'anti-tour, et ces entreprises finalement, est-ce qu'elles ne préfèrent pas aller là-dessus sur des campus? Alors le campus reste une idée qui est toujours attrayante puisque vous avez la possibilité sur un campus non seulement de loger l'ensemble de votre personnel, mais de démultiplier les services puisque vous avez l'espace pour le concevoir. Mais les tours ont toujours eu une image négative compte tenu du fait qu'on considérait que les tours polluées, puisqu'elles on va le voir dans un instant, ça. Deuxièmement, elles n'étaient pas rationnelles en termes d'efficacité. Puis troisièmement, un logement vertical du personnel est moins efficace qu'horizontal pour certains. C'est faux maintenant, puisque les tours sont devenues très efficaces, très économes, et on a la capacité maintenant de loger beaucoup plus de monde sur une tour que sur un campus. C'est quoi une belle et bonne tour, justement? Voilà, on a une tour, la tour Triangle ou une autre. On rappelle, la tour Triangle, c'était des bureaux, des commerces, pas de logement. Certains ont fait le choix d'un mix entre logement et bureaux, notamment dans des pays anglo-saxons. Notamment, c'est quoi une belle et bonne tour qui plairait à tout le monde, à votre avis? Quelqu'un, allez-y, Antonio Duarte. On a peu parlé de la tour de Richard Rogers du tribunal d'instance de Paris, porte de Clichy, au Batignolles, qui a été validée et qui pourtant est loin d'être une belle tour, ce qu'on appelle une belle tour, même si c'est un grand architecte. 115 et 175 mètres, combien près de 200 mètres carrés. 200 mètres, voilà, 200 mètres. Ceci dit, effectivement, elle est passée inaperçue dans le débat public. Il n'y a pas eu d'opposition locale. Et pourtant, ce projet-là aurait pu très bien être contesté. Alors que, pourquoi n'a-t-il pas été contesté Probablement parce qu'effectivement, on était dans un no man's land. On était dans des friches ferrovières à côté du parc des Batignolles qui était en reconstruction. C'était un site qui était pressenti pour les Jeux Olympiques de 2012. Et effectivement, c'était sur l'ancien site des JO. Et ça n'a pas fait débat. Alors que la tour Triangle est objectivement, et y compris de l'aveu d'un certain nombre d'écologistes, comme Daniel Cohn-Bendit se prononçait pour la tour Triangle, Violette Baranda à Paris, élue ancienne verte du Paris 19e, et pour la tour Triangle, Jean-Luc Benamias aussi. Donc, même chez les écologistes, comme on disait tout à l'heure, c'est très hétéroclite. Voilà. Mais même l'UMP avait pris fait et cause à un moment pour cette tour Triangle, et Nathalie Kosciusko-Morizet, arrivée comme chef de groupe à l'issue des élections municipales, a dit non, on n'en veut pas. Tous les élus n'ont pas été solidaires d'ailleurs de leur groupe.
de position, il faut le dire. Exact. Le sujet n'est pas clivé. Pierre Lelouch a voté pour la tour triangle, Jérôme Dubus également, le fils Tibéri également. Je crois qu'il y a eu un problème de communication, il faut le dire, de la ville de Paris sur l'image de cette tour. Parce que c'est une tour triangulaire, très épurée, et quand on voit les images d'insertion urbaine dans Paris, vous en avez quelques-unes sûrement, je veux dire, on en a 2-3. Quand on est aux Invalides, on voit... Alors là, on fait de la radio et de la télé. Alors vous avez le droit de montrer ça, mais tous ceux qui sont actuellement entre Porte de Versailles et Porte de Sèvres, dans leur voiture, bloquées dans les embouteillages, on les salue, on les embrasse, on leur souhaite un bon courage, mais ils ne voient pas. Qu'est-ce que vous voulez Depuis le centre de Paris, on voit à peine l'émergence de la tour triangle. C'est ça qui est important aussi. Allez-y, vous avez le droit de le montrer à la caméra. Pour les images de la télé. Les images qui ont été montrées par la ville de Paris, c'était des vues d'oiseaux très hypothétiques. On en montre une deuxième à côté de la tour Eiffel. Donc il faut l'entourer en rouge parce qu'effectivement, elle est toute petite vue de loin. À côté de la tour. Et quand on le voit de plus près, effectivement, ça reste tout à fait raisonnable. Par contre, la principale image qui a été communiquée était une vue aérienne prise depuis à peu près 300 mètres de hauteur que qu'aucun Parisien ne verra. J'ai l'impression que ça écrase. C'est un peu effrayante par rapport à la tour Eiffel. Alors, on va se retrouver dans un instant. Je vous donnerai la parole, Rémi Prudhomme, dans un instant. Est-ce que, avec ce rejet donc, de la tour triangle par le Conseil de Paris, rejet provisoire, puisqu'on l'a vu, Anne Hidalgo va saisir la justice. Est-ce que Paris perd de la hauteur, perd du prestige quelque part? On continue avec les décodeurs de l'écho dans un instant. À tout de suite sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. On a tous besoin d'assurer notre avenir. S'assurer d'avoir une activité, des projets, de protéger ses enfants et de les voir grandir. S'assurer de bien préparer sa retraite, de valoriser son patrimoine et de le transmettre à ceux qu'on aime. En anticipant aujourd'hui vos besoins privés et professionnels, c'est toute votre vie que Swiss Life assure et protège, grâce à son réseau d'experts présents chaque jour à vos côtés depuis longtemps. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine. Vous pensez être au top de la modernité, à la pointe de la technologie? Vous vous trompez. La téléphonie d'entreprise entre dans une nouvelle ère. Kenyo Communications. À l'occasion de son anniversaire, la Fnac a sélectionné le meilleur de la musique dans 8 coffrets thématiques. Rock, urban, classique, variété française, world, blues jazz, pop, électro. Une collection en exclusivité Fnac. La retraite, vous y pensez? Avec les fonds financiers de l'Échiquier, vous aussi, vous pouvez viser juste. Parlez-en à votre conseiller financier pour votre assurance vie et votre PEA ou appelez le 0800 319 319. Financière de l'Échiquier, des valeurs à partager. Les fonds financiers de l'Échiquier présentent un risque de perte en capital. Avec la box entreprise Keio, découvrez une offre qui répond à tous vos besoins. Kenyo Communications. Mobilier de France, toute une gamme de sensations. Découvrez la nouvelle collection 2015 Mobilier de France. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et on continue les décodeurs de l'écho ce soir après le rejet donc par le Conseil de Paris du projet de construction de la tour Triangle, Porte de Versailles à Paris. Il y avait une foire d'empoigne tout à l'heure au Conseil de Paris avec des hurlements, des cris, voilà, on se serait créé une cour d'école. Et finalement, Anne Hidalgo n'a peut-être pas complètement perdu puisqu'elle va saisir la justice demain dans la mesure où le vote devait être secret et que certains des colistiers délibérément ont montré justement qu'ils allaient voter contre. C'était le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Claude Goasguen au nom de l'UMP. On continue à en parler. Est-ce que c'est un coup porté à l'attractivité de la capitale? Oui, Rémi Prudhomme, j'ai ce tweet là de David Steiner qui nous dit oui, c'est Paris perd de la hauteur. Paris est prête pour le podium des villes-musées. À quoi doit ressembler une ville comme Paris, Rémi Prudhomme?
Vous qui êtes président, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Oui, mais que Paris tende à être une ville musée, c'est très largement ce qu'a été l'objectif et la politique de tous les maires de Paris depuis 25 ou 30 ans. On a privilégié les gens qui vivent plutôt que les gens qui travaillent dans Paris. Et on a été en faveur d'une venisification. Venisification, d'accord. Oui, Venise, c'est très beau, mais ça se meurt complètement. Et donc il y a eu un processus de venisification de Paris qui n'est pas du tout désirable. Mais est-ce que c'est une raison pour faire délibérément des choses qui ne s'accordent pas avec l'esthétique? Ça ne me paraît pas évident. À l'heure actuelle, j'ai compris que la mairie de Paris cherche à proposer au patrimoine mondial de l'humanité les toits de Paris. C'est vrai. Alors, l'argumentaire va être, on a d'à peu près n'importe où une vue magnifique sur les toits de Paris qui sont à la fois hétérogènes et homogènes. C'est très exactement le contraire d'une tour comme celle dont nous parlons. Il y a un hiatus, il y a une contradiction entre cette demande qui est faite à l'UNESCO et de vouloir... Sauf qu'on va le rappeler, la nouvelle réglementation à Paris, Henri Buzicazo, et vous nous le disiez tout à l'heure, qui êtes professeur, la nouvelle réglementation, ce sont des tours de 180 mètres de haut maximum, uniquement en périphérie de Paris. C'est-à-dire, on ne va pas installer une tour, par exemple, place de l'Opéra ou place d'Enfer Rochereau. Je vais aller plus loin, et c'est vrai que je m'inscris un peu en faux à ce que disait le professeur. Alors, pardon. Oui. En citant Baudelaire, Baudelaire, je crois, écrivait quelque part contre Sainte-Beuve, le bizarre est toujours beau. Moi, je me demande s'il faut chercher l'homogénéité. C'est-à-dire que la hauteur, je vais jouer un peu avec le mot que vous utilisez, est-ce que Paris perd de la hauteur? Est-ce que Paris perd de la grandeur? La grandeur, elle est aussi assimilée à la hauteur. Quand vous regardez un certain nombre de villes, notamment celles qui ont toute latitude de se construire, des villes de contrées lointaines, qui sortent comme ça, comme des champignons, il est certain que Dubaï, voilà. Le prestige, elle le trouve dans la hauteur. Il me semble, et on parlait de la Tour Eiffel tout à l'heure, qui était une singularité qui avait frappé, qui avait choqué. Aujourd'hui, on mesure qu'elle est porteuse d'une certaine grandeur pour la ville. Il me semble que vis-à-vis d'observateurs étrangers, qui peuvent être des utilisateurs, des entrepreneurs internationaux, la hauteur est assimilée à la grandeur. Et je trouve que quand je vois ce que devrait être, ce que pourrait être, avec des architectes qui ont bien fait leur travail, cette tour et d'autres, moi je ne suis pas choqué. Je trouve qu'il y a une beauté singulière qui heurte l'homogénéité d'une ville qui n'a pas été faite pour cette hauteur-là, mais ça ne me choque pas. Et Paris doit être peut-être une ville de tours, où il faut, si on en construit, de les construire de façon parcimonieuse, Rémi Prudhomme? Mais il y a une ambiguïté. Sans faire Dubaï, évidemment. Non, il y a une ambiguïté sur le mot Paris, parce que on l'emploie dans deux sens totalement différents. La municipalité de Paris et l'agglomération économique de Paris, les 2 millions d'habitants et les 10 et 11 ou 12 millions d'habitants. Du point de vue économique, du point de vue de l'attractivité, la seule chose qui est importante, c'est l'efficacité de Paris agglomération. Et donc la question est de savoir si une tour comme celle-là va ou non contribuer à l'efficacité de cette grande agglomération. Donc en fait, finalement, Rémi Prudhomme, ils sont territorialement compétents, les élus du Conseil de Paris, mais à la limite, c'était pas uniquement le Conseil de Paris qu'il fallait demander son avis? Absolument, c'est typiquement le genre de décision qui devrait être prise, celui de la localisation d'un investissement de cette ampleur. C'est typiquement ce que le Conseil régional, qui est l'organe qui représente l'agglomération parisienne, Conseil du Grand Paris, devrait faire. Oui, mais d'ailleurs, ce projet de la Tour Triangle avait reçu l'accord, en tout cas l'agrément de villes comme ici les Moulineaux, frontalière du 15e, de Boulogne-Billancourt, frontalière du 16e, de Vanves également, voilà, juste à côté de chez nous également, et puis d'autres, Antonio Duarte, oui, finalement, le Conseil de Paris vote, bien sûr, c'est sur Paris 15e, mais ça concerne tellement d'autres personnes. Absolument, et il devrait associer l'ensemble des habitants du Grand Paris. La future métropole du Grand Paris aura probablement, je dis probablement parce que ça n'est pas voté encore à l'Assemblée nationale, un PLU métropolitain. C'est-à-dire qu'à l'échelle, effectivement, de Paris, première couronne, ça permettra de localiser les emplois, de localiser les logements, de localiser les espaces verts, de déterminer les gabarits, quelle hauteur on fait à quel endroit, et donc d'avoir un plan d'ensemble
cohérent, homogène, comme dans toutes les métropoles du monde. On va simplement rattraper une anomalie et un retard, mais ça permettra d'avoir un débat sur dans quelle ville nous voulons vivre et sortir du débat Paris-banlieue, sortir du clivage du périphérique, parce qu'effectivement aujourd'hui on est encore à l'intérieur du périphérique, on ne le franchit pas. Il y aurait probablement un débat à avoir, est-ce qu'on peut construire des tours qui font la frontière, qui font des tours-ponts qui franchissent le périphérique. Je sais qu'Anne Hidalgo lance un projet à idée, notamment du côté de la Porte Maillot, Porte de Neuilly. Il y a probablement dans l'axe historique quelque chose à faire entre effectivement le Louvre, la place de l'Étoile et la Défense. Il y a un symbole du Grand Paris. Il faut imaginer une nouvelle architecture urbaine. Il faut des symboles forts et pas seulement pour les entreprises, pas seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les touristes. Quand on voit à l'étranger que le cornichon devient le cornichon, parce que les Anglais donnent des petits surnoms autour. Ça montre bien qu'effectivement, c'est un petit peu d'affection. Voilà, ils se sont appropriés. La râpe à fromage. Ça montre qu'elles sont rentrées dans le quotidien et dans le skyline de la ville. Et les cartes postales, les touristes vont voir ces tours. Ça fait partie du nouveau imaginaire. Et si Paris ne garde que sa vieille histoire, ses vieux musées, qu'en sera-t-il effectivement pour ce siècle qui s'ouvre? Il faut avoir un nouvel imaginaire, ouvrir ce débat-là. Vous savez quoi, on en reparlera tout à l'heure parce que je crois qu'elle n'est pas forcément d'accord avec vous. Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, qui sera avec nous tout à l'heure à 20h sur BFM Business. Alors je vous le disais, Conseil de Paris qui s'est tenu dans un grand chahut tout à l'heure entre les pour, les contre, une majorité, des groupes qui étaient parfaitement hétéroclites avec l'UMP allié au Vert et puis en face les socialistes et les communistes par exemple. Bon voilà, alors Yann Verling, c'est un ancien Vert, vous le savez, il est aujourd'hui élu sous les couleurs du MoDem. Ce qu'il disait tout à l'heure à Jean-Baptiste Huet, une tour, c'est pas forcément green. On l'écoute. C'est tout simplement un projet qui n'est plus de ce siècle. Les tours, on les fait plus aujourd'hui dans le monde, ça recule, c'est énergétiquement très problématique et ça coûte très cher en fait en fonctionnement, en construction. Donc voilà, c'est pas du tout un projet d'avenir, c'est pas le projet d'aujourd'hui qu'il faut défendre. Il y a une architecture durable qui existe dans le monde et qui se développe, et c'est celle-là qu'il faut développer à Paris. Voilà, tout ça n'est pas très green, n'est pas très développement durable. Yann Verling, donc élu du MoDem. Olivier Gérard, patron de Cushman & Wakefield, l'un des leaders mondiaux de l'immobilier de bureau. Vous êtes président à Paris, président pour la France. Alors, question, est-ce que c'est écolo ou pas de construire des tours ? Alors, je dirais qu'on peut répondre de deux façons différentes, mais oui ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tour ne consomme pas plus qu'un immeuble des années 80 ou des années 90. Au contraire, les tours consomment maintenant beaucoup moins. Il y a différentes méthodes qui permettent à une tour de consommer moins. Parce que vous comparez avec des immeubles des années 60, mais à date comparable entre du plat et du haut. Je compare un immeuble des années jusqu'aux années 95 ou voire 2000 aux tours de dernière génération. Et la différence est notable. Oui, parce que bon. Consomme moins. Les concepteurs de la tour triangle, ils disent quoi? Oui, on est 30% plus performant que ce qu'impose la réglementation thermique issue des lois Grenelle. Oui, ça va consommer 4 fois moins d'énergie que la moyenne du parc tertiaire existant parce qu'il y a un profilage, il y a de la géothermie, on récupère une grande partie de la chaleur donc évacuée. Et puis enfin, les opposants qui disent... Pas du tout. Pour fabriquer du béton performant, du vitrage, des aciers spéciaux sophistiqués, tout ça, ça coûte cher en énergie. Et puis alors, quand ça fonctionne, notamment quand il faut passer d'un étage à l'autre, il faut utiliser des ascenseurs, tout ça, évidemment, coûte extrêmement cher. Surtout que, comme il n'y a pas de logement, donc nécessairement, ce sont des gens qui vont venir encore de l'extérieur, de la banlieue, donc ils vont prendre encore leur voiture pour venir travailler. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Olivier Gérard? Alors, pour le dernier point, non, puisque là il s'agit d'une tour dans Paris, donc très bien connectée par les transports en commun. Donc, la plupart des gens peuvent venir, et il vaut mieux venir chez vous d'ailleurs en transport en commun qu'en voiture, on l'a vu tous ensemble. C'est juste l'enfer autour de l'Aqua Boulevard, vous avez raison. Ensuite, la question de la circulation verticale et des consommations verticales, il faut remettre à niveau les choses. Si on construit 10 immeubles de la taille de la tour triangle, on consommera la même chose en béton, on consommera la même chose en ascenseur, en vitrage, etc. Donc il n'y a pas de différence. Non, pas de différence. Alors vous êtes architecte, vous Antonio Duarte, donc architecte urbaniste. C'est vrai que les anciennes tours étaient très énergivores, notamment à la Défense, les tours d'ancienne génération, il faut le dire, notamment parce qu'en termes de système de climatisation, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de soleil dans ces tours translucides. Aujourd'hui, les tours, c'est aussi un exemple de l'innovation dans les matériaux, dans la recherche française notamment, et on n'est pas encore à fabriquer des tours
passives qui sont neutres énergétiquement. Mais cette tour triangle est effectivement 30% inférieure aux normes actuelles RT 2012. Donc ça montre bien qu'effectivement, il est plus performant d'un point de vue écologique qu'un vieil immeuble haussmannien. Donc ce que dit Yann Verling est objectivement faux, même s'il faut encore faire beaucoup de progrès, et c'est justement en faisant des tours de nouvelle génération qu'on arrivera à cet équilibre-là, d'une part, puis d'autre part, effectivement, ça répond à une demande, ça permet d'avoir à des points de transport effectivement des pôles d'emploi équilibrés, ça évite un étalement urbain qui est évidemment devenu un problème prioritaire en Ile-de-France, puisqu'on ne respecte pas le SDRIF à ce niveau-là. Donc il faut trouver des nouvelles solutions. Le schéma directeur, Rémi Prudhomme, spécialiste d'urbanisme, professeur émérite, et puis en plus spécialiste de tout ce qui est transition énergétique. Apportez-nous vos lumières. Évidemment, ce qui est construit aujourd'hui est plus économe que ce qui était construit hier. Il n'y a là-dessus pas de doute. Alors, si on compare d'une tour d'aujourd'hui à des 6 étages d'hier, il y a bien entendu que c'est plus efficace et il faut s'en réjouir. Non, de toute façon, je ne pense pas que ça aide que ce soit un domaine dans lequel il y ait des très très grandes différences entre les types de construction. Je pense que c'est un peu un faux problème dans les deux sens. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand vous dites que très bien desservi par les transports en commun. Alors là, je n'en suis pas aussi sûr que ça. Il y a une ligne de métro qui est une vieille ligne qui n'est pas particulièrement efficace. 12 ans. Oui, et puis il y a un tramway. Un tramway, c'est quand même qu'un gros bus. Hein. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très bien desservi. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Voilà. C'est même l'un des problèmes que je vois dans cette tour. C'est que on construit ici parce que c'est pratique, parce qu'il y a des terrains, parce que ça fait partie du territoire de la municipalité. Et puis on dit le transport suivra. C'est en contradiction totale avec l'esprit même du Grand Paris. L'esprit même du Grand Paris, c'est de choisir des pôles d'emploi où les emplois vont venir s'installer, et des emplois tertiaires pour l'essentiel, et puis de les relier par des voies suffisamment rapides. Et tous ceux qui vous écoutent, évidemment, boivent du petit lait, Rémi Prudhomme, ceux qui prennent la 12 ou la 13, par exemple, qui va desservir probablement le futur palais de justice au Batignolles, qui est juste une ligne pourrie pour tous ceux et celles qui l'utilisent. Oui, disons clairement les choses. Olivier Gérard, comment est-ce qu'on construit une tour, donc, aujourd'hui, en 2014 ? Qu'est-ce qu'on doit y mettre dedans pour que ça soit une tour agréable, une tour qui doit accueillir ou pas des habitations, des logements ou pas ? On n'aime pas ça en France de mixer les deux. Il y a un projet qui est un projet très ambitieux qui met du temps à venir, qui est le projet des tours à Hermitage à la Défense, qui sera un projet mixte avec du bureau, du logement et des hôtels, et des commerces d'ailleurs. Oh, attention, c'est pas du logement social, hein, c'est du logement de luxe, hein, c'est à la hauteur de cet investisseur. Hein, voilà. Mais bon, à Londres non plus, hein, les logements qu'on construit ne sont pas des logements sociaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un projet très compliqué, parce que lorsque vous devez mélanger les populations, mélanger les flux sur un seul et même bâtiment, là il y a des coûts indirects qui sont très importants. Donc on n'est plus dans la même configuration. Je ne dis pas que c'est un mauvais projet que de mixer les tours, mais en France on ne l'a jamais fait, en Europe on l'a très rarement fait, et ensuite je dirais que... en République tchèque de mémoire... Sur des... Oui, voilà, dans certains pays peut-être. Mais alors une bonne tour, c'est une tour qui dispose de services, qui est une tour efficace, qui dispose de matériaux innovants et des matériaux modernes. Bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on aurait pu citer Essilor, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la vitrerie et qui construit beaucoup de vitrages pour des tours, particulièrement à la Défense. Donc on fait fonctionner les entreprises françaises quand on construit des tours. Henri Buzicazo, quels sont les mauvais exemples à mettre en avant de tours ratés et puis les bons exemples justement à mettre en face? Je crois que la mixité fonctionnelle est une solution heureuse. Donc logement et bureau ou bureau et commerce? Commerce, services. Au bout du compte, et certains de vos confrères ont théorisé cette question-là, un Christian Marina par exemple, qui contribue beaucoup, je crois, à la modernisation de cette ville et aussi de sa périphérie, considère qu'un immeuble aujourd'hui, c'est en soi une ville avec toutes les fonctions qui sont dans une ville résidentielle et d'activité tertiaire. Alors ça pose les problèmes que vous venez de souligner, ils sont importants parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Techniquement, c'est compliqué, mais il me semble que le bien vivre
dans la ville, intramuros, c'est l'inverse de la ghettoisation fonctionnelle. Donc de ce point de vue-là, le schéma monochrome qui nous est proposé, qui est projeté, moi, ne me satisfait pas. Je pense que ce n'est pas la meilleure idée. La mixité fonctionnelle serait préférable. Oui, Antonio Duarte, le Grand Paris. Je crois qu'il faut faire plusieurs distinguos, parce que là, on parle de la tour triangle, mais il faut distinguer les différentes hauteurs. On n'a pas parlé des immeubles de grande hauteur, qui sont des immeubles 2 fois plus hauts qu'un immeuble haussmannien, mais nettement plus bas que la tour triangle. Absolument. Et Paris pourrait très bien avoir sur quelques grands axes plus d'immeubles de grande hauteur pour innover progressivement, pour avoir une skyline qui évolue au fil du temps et qui soit bien intégrée au paysage urbain de Paris. Je crois que cette notion d'immeuble intermédiaire, de taille intermédiaire, doit faire son chemin d'une part. D'autre part, effectivement, à part la tour Hermitage, on ne construit quasiment plus de tours de logement. Et je crois que dans le débat public vis-à-vis des citoyens, c'est très important de le rappeler, parce qu'il y a effectivement une opposition. Pourtant, ça serait une solution. On manque de foncier, Antonio Duarte. Et la solution de facilité, ce serait justement de construire des tours pour pallier ce manque. Alors là-dessus, non, il y a une idée reçue. Le Corbusier défendait effectivement cette avec effectivement idée. Le plan voisin. On a démontré que Paris, avec des immeubles haussmanniens, c'est une densité horizontale et beaucoup plus dense en nombre d'habitants en mètres carrés que les cités périphériques, d'une part, puis d'autre part, il s'intègre beaucoup mieux. Donc l'espace qu'on gagne en hauteur, on le perd dans les espaces alentours. Donc ça, c'est une idée reçue. Ça n'est pas le bon argument. Par contre, ça ne va pas résoudre les problèmes fonciers. Par contre, ça va partiellement résoudre un problème de coût. Effectivement, ça diminue, ça permet d'amortir effectivement un foncier rare et cher. Par contre, on ne peut pas généraliser effectivement les tours de logement. C'est une question sensible, politiquement sensible, humainement sensible. En revanche, il faut étendre ce débat des tours et des immeubles de taille intermédiaire à l'échelle du Grand Paris. Que va-t-on faire dans les nouveaux quartiers autour des 40 gares du métro du Grand Paris? Est-ce qu'on va faire des immeubles de bureaux, de logements de taille intermédiaire? Est-ce qu'on va en faire des exemples d'innovation architecturale et urbaine avec une vraie mixité sociale? Tout reste à inventer, une mixité urbaine, des commerces, des emplois, des logements, des parcs. Je crois qu'il faut inventer une nouvelle ville sur la ville. C'est passionnant votre boulot finalement. Voilà, vous qui travaillez au Grand Paris, Antonio Duarte, architecte urbaniste. J'ai une remarque de Karl Roll, et puis je vous donne la parole une dernière fois, Rémi Prudhomme, parce que vous allez nous quitter, qui nous dit, voilà, construire ce type de tour, ça permettra de transformer les bureaux vacants de Paris en appartements et résoudra peut-être le problème du manque de logement. Je ne sais pas s'il a raison ou pas de dire ça. Antonio Duarte, Olivier Gérard. La question n'est pas bonne pour Paris intramuros, puisque les bureaux dans Paris ne sont pas vides, comme je le disais tout à l'heure, ils sont plutôt vides en deuxième périphérie. Donc il n'y a pas d'immeuble qui puisse se prêter à cette transformation, ou très peu. Dernière remarque avec vous, donc Rémi Prudhomme, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme à Paris. Oui, moi je pense que le problème principal, c'est le problème de l'économie de l'agglomération parisienne, qui ne se porte pas très très bien. Au lieu de chercher des solutions de type économique rendant le marché de l'emploi plus efficace, améliorant la rapidité avec laquelle on se déplace d'un endroit à un autre, l'idée d'aller chercher des bâtiments iconiques pour sauver l'économie m'apparaît foncièrement mauvaise. C'est comme quelqu'un qui serait malade, qui aurait un cancer, et qui, au lieu d'aller chercher, de faire venir son médecin, ferait venir son tailleur. On comprend bien l'image et on continuera la réflexion dans un instant avec l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui sera avec nous, qui sera avec vous dans les décodeurs de l'écho, donc pour répondre à cette question. Est-ce qu'avec ce rejet donc du dossier de la Tour Triangle par le Conseil de Paris, rejet provisoire, est-ce que Paris perd de la hauteur? Est-ce que Paris perd quelque part de la grandeur, pour reprendre l'expression d'Henri Buzicazo? Rendez-vous dans 2 minutes sur BFM Business, à tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Impression d'entrepreneur vous accompagne avec HP. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux chez Kiops Technologies, une entreprise de services numériques de 420 personnes spécialisée dans des solutions de cloud computing. Explication de Nicolas Leroy-Fleuriot, président de Kiops Technologies. Le cloud, c'est le moyen aujourd'hui
d'externaliser son système d'information tout en le payant à l'usage. En l'occurrence, l'entreprise va se dispenser d'investir massivement, lourdement sur des technologies informatiques, sur des experts informatiques de plus en plus rares et de plus en plus chers, puisque c'est la loi de l'offre et la demande qui s'opère. Avec le cloud, l'entreprise, on peut estimer, va économiser à peu près 30% par rapport à l'informatique purement interne. Le cloud ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives. Nous sommes au début d'une formidable révolution, selon Nicolas Leroy-Fleuriot. Il faut savoir que nous en sommes à la préhistoire de l'informatique au moment où on se parle. Donc vous imaginez à peu près la progression et l'évolution des technologies. Je peux déjà vous dire qu'on va pouvoir stocker de plus en plus de données et d'images. Demain, avec les technologies qui vont sortir, on va pouvoir stocker l'équivalent de la Bibliothèque nationale de France sur un composant qui est de la taille d'un timbre-poste. Et face à cette montée en puissance des solutions offertes par le cloud, l'objectif aujourd'hui est de personnaliser les services. Et c'est sur ce point que Keops, qui va fêter ses 10 ans, veut mettre l'accent. Nicolas Leroy-Fleuriot. Keops, face aux grands opérateurs de cloud, c'est une entreprise française qui a déployé tous les moyens technologiques pour pouvoir personnaliser la prestation et garantir un très haut niveau de personnalisation du service autour du cloud, pour que le client retrouve une informatique dans le cloud chez Keops comme s'il l'avait encore chez lui. Selon différentes études, le marché français du cloud, tous segments confondus, est passé de 2 milliards d'euros en 2012 à plus de 4 milliards en 2014. En juin de cette année, 29% des entreprises françaises déclaraient recourir à des solutions de cloud. C'était Impression d'entrepreneur avec HP. Aujourd'hui, sans vous soucier de demain, regardez les rendez-vous de l'écho avec la GSC, assurance chômage pour dirigeants d'entreprise. Et la soirée se poursuit sur BFM Business. Les décodeurs vont revenir dans un instant. Il est 20h, le rappel des grands titres de l'actualité, actualité économique. Auparavant, Jean-Christophe Froisset, ce n'est pas un Français uniquement dans les rangs des djihadistes égorgeurs, mais 2 qui ont été identifiés. En effet, Fabrice, la justice française a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée dans le cadre d'une entreprise terroriste visant les agissements de 2 Français. Ils pourraient être impliqués dans la décapitation de prisonniers par le groupe État islamique. Le premier, Maxime Auchard, 22 ans, ce jeune Français originaire de l'Eure, est apparu sur la vidéo de l'exécution de l'otage américain Peter Cassing ce week-end. Et outre Maxime Auchard, le procureur de la République a évoqué la présence possible sur ces mêmes images d'un second ressortissant français qui pourrait être impliqué. Il s'agirait d'un jeune converti âgé également de 22 ans et parti rejoindre les rangs de l'État islamique en août 2013. C'est le feuilleton politico-judiciaire du moment, l'affaire Fillon-Jouillet. L'ancien Premier ministre attaque en diffamation le secrétaire général de l'Élysée ainsi que les journalistes du Monde. François Fillon a déposé pas moins de 3 plaintes contre Jean-Pierre Jouillet. Une première audience devant le tribunal correctionnel de Paris est prévue le 13 janvier. François Fillon dément formellement toute démarche auprès de l'Élysée pour accélérer les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. La mairie de Paris veut faire annuler le vote sur la tour Triangle. Elle déposera demain devant le tribunal administratif une requête en annulation pour faire reconnaître la nullité du scrutin. Anne Hidalgo estime que le vote secret n'a pas été respecté. Le tribunal peut soit annuler les votes qui ont été rendus publics ou demander un nouveau vote. Le projet de la tour Triangle porte de Versailles à Paris a été rejeté par le Conseil de Paris par 83 voix contre 78. On y revient dans un instant dans les décodeurs de l'écho. Emmanuel Macron veut lever les barrières qui bloquent l'économie française. Il l'a redit aux chefs d'entreprise lors de la 7e conférence des entrepreneurs sur le travail dominical. Le ministre veut aller plus loin. Emmanuel Macron compte élargir les zones où il est autorisé. Pierre Gattaz, lui, s'en est pris à nouveau à l'ISF. Le patron du MEDEF prône la suppression de cet impôt pour garder l'investissement en France. Et en période de French bashing, une étude qui redonne du baume au cœur. La France figure parmi les pays les plus attractifs selon une étude de l'AFI, l'Agence française pour les investissements internationaux. Elle se classe première devant les États-Unis pour le financement et les incitations fiscales à la recherche et au développement. Elle arrive au 6e rang mondial pour les dépenses de recherche et développement, 4e pour la production horaire du travail ou encore numéro 1 pour le prix de l'électricité.
Enfin, la naissance d'un géant dans le secteur pétrolier. Halliburton, le numéro 2, met la main sur Baker Hughes, numéro 3, pour près de 35 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du nouvel ensemble atteindrait 52 milliards de dollars contre 45 pour Schlumberger, l'actuel leader. Vous êtes sur BFM Business, c'est Démator 4. Vous retrouvez bien sûr Fabrice Lundi. À tout à l'heure, Jean-Christophe Roisset. Oui, la tour triangle, le projet, pour l'instant, est bien repoussé par le Conseil de Paris. On continue d'en parler dans un instant, justement. Est-ce que c'est une atteinte à l'attractivité de la capitale, à la modernisation de Paris? Rendez-vous dans un instant, entre autres, avec Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF. À tout de suite. Événement sur BFM Business, la 3e saison des talents du trading. 10 candidats s'affrontent sur l'ensemble des marchés pour remporter 20 000 € à trader. Performance, professionnalisme, régularité, influence sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, un candidat est éliminé. Qui sera le talent du trading 2014? Les talents du trading, la 3e saison, du lundi au vendredi à 16h40 dans Intégral Bourse avec Grégoire Favet sur BFM Business. Les talents du trading en partenariat avec Saxo Bank, le spécialiste de la bourse en ligne. Dans les affaires, s'appuyer sur des partenaires de confiance pour sécuriser ses échanges est essentiel. Avec ses analyses et enquêtes, la garantie de paiement Pouet International vous permet de développer votre entreprise en toute sécurité. Pouet International, avancez en sécurité. Et avec Score 3 de Pouet International, faites le diagnostic financier de vos clients et prospects. Avec AIG, bénéficiez de l'expertise du leader français des risques environnementaux pour protéger la pérennité de votre entreprise. Parlez-en à votre courtier d'assurance. AIG, prêt pour demain. Attention. 1. On saisit la poignée fermement. 2. On exerce une pression ferme. Le 20 novembre 2014, ils seront prêts. Plus de conviction, mon tige. Ouvrez-leur toutes vos portes à l'occasion de la Journée nationale des jeunes. Plus d'infos sur jndj.org. Professionnels, particuliers, collectivités. Face à la recrudescence des cambriolages, ACS vous accompagne efficacement. ACS, il est temps de vous alarmer. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Donc rejet par le Conseil de Paris tout à l'heure du projet de construction de la tour Triangle, hein, ici à côté de BFM Business, au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Bon, rejet peut-être provisoire puisque le vote qui devait être secret n'était pas complètement secret et Anne Hidalgo va donc saisir la justice. Est-ce que Paris perd de la hauteur, perd de la grandeur justement après ce rejet? On continue d'en parler avec Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Olivier Gérard à la tête de Cushman & Wakefield en France, l'un des géants de l'immobilier de bureau. Antonio Duarte, architecte urbaniste, président de l'Association du Grand Paris. Et j'accueille Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF. Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Qui n'était pas fanat de la tour Triangle. Elle va nous le dire dans un instant. Oui, alors ce vote quand même, est-ce qu'il ne fragilise pas la maire Anne Hidalgo 7 mois après son arrivée donc à l'hôtel de ville à Paris, en plus pour un projet qui touche son arrondissement direct, le 15e arrondissement? On voit ça avec Jean-Baptiste Huet. Les arguments développés par les très proches d'Anne Hidalgo permettent de comprendre à quel point ce dossier de la tour Triangle est d'importance. Un projet d'ailleurs initié sous Bertrand Delanoë. Jean-Louis Missica, un des adjoints d'Anne Hidalgo, rappelait les difficultés qu'a connues à l'époque la Tour Eiffel. Un Jean-Louis Missica décidément très en forme aujourd'hui puisqu'il n'a pas hésité à faire appel à King Kong. Le célèbre gorille a contribué, dit-il, à faire de l'Empire State Building à New York un monument emblématique. Même ambition pour la Tour Triangle. Cet après-midi, le vote était à bulletin secret, mais des conseillers de Paris ont brandi leurs bulletins avant de les mettre dans l'urne. De quoi invalider les résultats. Anne Hidalgo joue là un
bon tour politique en transformant une défaite en victoire. La maire de Paris, depuis son élection, doit composer avec une majorité plutôt fragile. Le Vert, Yves Contasso, rappelait opportunément il y a quelque temps que sans lui, point de salut. L'adjoint au maire communiste, Yann Brossat, est également en embuscade. Mais Anne Hidalgo peut aussi compter sur une partie des socialistes. Exemple avec Bruno Julliard, son adjoint en charge de la culture. Cela dit, la maire de Paris est très déterminée et le message que nous envoyons aujourd'hui, c'est que Paris est une ville qui bouge, Paris est une ville qui investit et même s'il y a quelques manœuvres politiciennes de la droite et de Madame Cosco-Morizet, nous continuerons vers cet engagement durable pour l'économie et pour construire une ville compétitive. L'important pour la maire de Paris, c'est d'avoir une majorité sur laquelle compter, car dans les cartons, les projets sont nombreux. Par exemple, un écoquartier à Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement ou un réaménagement des alentours de la gare du Nord, sans même parler du Grand Paris. Voilà, reportage de Jean-Baptiste Huet qui était au Conseil de Paris cet après-midi. Alors Paris investit, Laurence Parisot, est-ce qu'on peut faire abstraction d'un investissement de 1,5 milliard d'euros? Est-ce qu'on peut faire abstraction de la création de 5000 emplois, justement? Vous n'entendez pas tous ces arguments en faveur de l'emploi, de l'attractivité? Eh bien, bien sûr que j'écoute. Je n'entends pas parce que je ne suis pas d'accord, mais j'écoute tous ces arguments. Et je dois vous dire que si j'ai d'abord voulu m'intéresser à ce dossier, c'est d'emblée pour des raisons esthétiques. Et j'ai la conviction qu'on ne peut pas dissocier la question de l'économie, de l'attractivité, du bien-être des habitants et de ceux qui travaillent dans une ville avec l'enjeu esthétique. Et à partir de là, j'ai regardé de très près, je suis allée voir à l'Arsenal, au pavillon de l'Arsenal, l'exposition qui présente la tour Triangle. Et j'ai eu très vite l'intime conviction qu'il y avait, avec cette tour qui fait plus de 180 mètres, quelque chose qui était mais profondément anachronique et d'inconvenant par rapport à Paris, à l'environnement du quartier. Alors anachronique. Le quartier, il n'est pas très beau, Laurence Parisot. Justement. Je suis tout à fait favorable et ma réticence à l'égard de la tour Triangle n'est pas du tout une opposition au réaménagement du quartier. Mais pas du tout. Il faut, vous avez raison, vous l'avez dit je crois, penser à la fois tout ce qui entoure le parc des expositions pour favoriser son propre développement, penser mieux que ce n'a été le cas jusqu'à présent le lien entre ce quartier et les villes qui sont de l'autre côté du périphérique, aucun doute là-dessus, mais la logique de Tours est une logique inesthétique, et quand je dis anachronique, ce n'est pas, à mon avis, une logique moderne. Alors, si vous voulez, on peut y revenir, mais c'est un point, à mon avis, très important. Et c'est une fois que j'ai regardé toutes ces considérations esthétiques, qu'évidemment, moi qui suis très sensible à l'économie, au développement des entreprises, que j'ai regardé de plus près le dossier sous l'angle économique. Et je ne parle pas sous l'angle purement promotion immobilière, je comprends que ça soit du business pour la promotion immobilière. Sous l'angle économique, alors là, je ne comprends, mais pas du tout. Les 5000 emplois dont vous parlez, ce sont les 5000 emplois liés à la construction elle-même. Très bien, mais on peut construire autre chose qui ne soit pas une tour, qui ne soit pas d'une hauteur de 180 mètres et qui crée autant d'emplois. Donc le sujet n'est pas celui-là. Est-ce que de construire que des plateformes, des plateaux de bureaux, c'est quelque chose qui va créer des emplois? Non. Alors, non. Parce que il n'y a pas toujours la place de construire des plateaux non plus. Mais attendez, au moment où on raisonne Grand Paris, sur les bureaux, on ne peut pas raisonner uniquement sur Paris intramuros. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut évidemment et prioritairement englober la défense. La défense, peut-être que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la défense, je crois qu'il y a au moins 2 bureaux sur 10 qui sont vides. Il faudrait peut-être se poser des questions. Confirmation, Henri Buzicazo, Olivier Gérard, Coachman à Wakefield. Il y a actuellement effectivement sur le marché de la défense qui compte 3,5 millions de mètres carrés, à peu près 12% du stock vacant.
Donc Voilà. c'est plus que la moyenne de Pourquoi l'Île-de-France qui est à 8%. Pourquoi il y a autant de vacances? La raison principale, c'est que c'est un marché de très grosses opérations, de très gros utilisateurs. Et ces derniers temps, c'est un marché qui était surtout orienté finance, banque, assurance, secteur qui a connu une crise sévère et qui n'en est pas encore sorti. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, si on veut que ce quartier puisse attirer des entreprises, et des entreprises qui correspondent au monde d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un enjeu de modernité, d'attractivité. Ce qu'on veut, par exemple, c'est attirer des start-up. Du numérique. Est-ce que vous croyez que les entrepreneurs, les associés des start-up du numérique, ont envie de se mettre dans une tour qui empile des bureaux? C'est exactement le contraire, ce qu'ils veulent. Vous voyez la Silicon Valley comme une série de tours? C'est pas du tout comme ça qu'ils conçoivent les choses. D'autre part, que veulent-ils? Surtout des signes d'ultra connectivité. Je reviens de Chengdu. Juste une chose, je reviens de Chengdu. Alors ça, c'est une ville avec des tours. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas plus banal qu'une tour. Bon. Mais à Chengdu, Michelin, notre Michelin national et mondial, a organisé quelque chose d'extraordinaire. Un gigantesque forum qui a attiré des entreprises européennes et chinoises sur la mobilité durable. On a pu voir notamment comment les voitures vont pouvoir être connectées, on l'a vu aussi au Mondial de l'automobile, avec des capteurs pour, c'est quelque chose qui va venir très vite, rouler sans conducteur. Alors, transformons tout ce quartier avec des capteurs, des connecteurs, etc., de la connectivité, pour que les entreprises puissent développer des voitures qui circuleront dans le quartier sans chauffeur. Ce que je vous dis a l'air complètement relevé de la science-fiction, mais c'est pas vrai, c'est quelque chose qui pourrait venir très vite. Là, vous seriez dans l'attractivité, là, vous seriez dans la modernité, mais pas en faisant ce que tout le monde fait dans toutes les villes du monde. Antonio Duarte ou Olivier Gérard, un mot pour répondre à Laurence Parisot. Est-ce que construire une tour, c'est antinomique, c'est opposé à la chaleur qu'il peut y avoir dans une entreprise, par exemple, dans une start-up, par exemple? Est-ce que c'est aussi antinomique de tout ce qui est connectivité? Alors je dirais non, parce que l'exemple nous a montré dans certaines grandes villes, que ce soit San Francisco, que ce soit Los Angeles, que ce soit New York ou Londres, que beaucoup d'entreprises dans le domaine start-up, ça me gêne un peu, parce qu'effectivement une start-up, c'est une petite entreprise qui démarre dans son garage, mais cette petite entreprise grandit. On l'a vu avec des Facebook, des Twitter et autres. Mais qui ne sont pas dans des tours, hein. Elle a raison, Laurence Parisot. Justement, ces sociétés s'installent maintenant dans des tours. 40% de la demande placée à Londres correspond à des sociétés dans le domaine digital. À Londres, oui, parce que des immeubles de parce qu'ils n'ont pas parce trop que le choix. Londres, Paris, pareil. Parce que Londres, avec Canary Wharf ou d'autres endroits comme ça, ont fait un choix global de faire des tours. Moi, je ne suis pas contre la tour en soi si elle est insérée dans quelque chose qui donne une cohérence, une homogénéité esthétique. Par exemple, quand on fait 4 tours pour la grande bibliothèque François Mitterrand, d'abord, ce sont des tours de 80 mètres. C'est pas pareil que 180 mètres. Et puis, c'est tout un quartier qui est repensé, avec une esthétique qui correspond à ce qui a été fait sur cette bibliothèque François Mitterrand. Je ne suis pas non plus contre la forme triangulaire. La pyramide de Paye dans la cour carrée du Louvre, c'est assez somptueux. Ça avait suscité beaucoup de réserves à une époque. Vous vous souvenez, Laurence Parisot? Mais bien sûr. Ouais. Je suis d'ailleurs pas très à l'aise d'être là tout d'un coup, comme celle qui dit non à pas quelque chose. Vous êtes la bienvenue. Il y a eu un vote au Conseil de Paris aujourd'hui qui a rejeté ce projet. Mais donc parce que j'aime les innovations. Voilà. D'ailleurs, je trouve que Anne Hidalgo fait plein de choses tout à fait intéressantes. La façon dont elle invente les budgets participatifs, je trouve ça génial. Mais là, on a quelque chose, à mon avis, qui justement manque d'originalité. Bon, on continue dans un instant. J'aurai la parole Antonio Duarte, architecte. À tout de suite sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Tous les jours sur BFM Business, à 13h, Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale. 2 heures d'interview et de reportages tendance au cœur de la vie économique et culturelle. Paris est à vous avec Karine Vergnol, tous les jours, 13h, 15h sur BFM Business.
GDF Suez Pro, le partenaire énergie et business 100% pro. Avec Bourse Direct, restez connectés partout, moins d'€1 l'ordre de bourse tout le temps et un service client comme ça. Et vous, la bourse, vous la vivez comment? Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. Tout BFM Business, toujours avec vous. Téléchargez l'application gratuite BFM Business pour tablette et smartphone et emportez BFM Business avec vous. Le fil des dépêches et toute l'info éco, l'application BFM Business, tout BFM Business en mobilité. J'ai choisi le goût des produits frais. Moi, c'est la confiance. Et moi, la précision. Je suis pour la passion et le savoir-faire. Découvrez 250 métiers d'avenir sur choisirlartisanat.fr. Nous avons tous une bonne raison de choisir l'artisanat. And now for today's financial news. 中国制造业预测 Le cours de l'or est environ à $1,300. Commodity net long positions continue their downward spiral, and what's more, Chinese manufacturing forecast now in single digits. German consumer index up. Gold is around 1,300. Chaque jour, l'actualité économique crée de nouvelles opportunités d'investissement. Pour les saisir, Saxo Bank vous donne accès à plus de 30 000 instruments financiers, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho. Allez, on continue de parler de la tour Triangle. Est-ce que Paris va perdre son attractivité, de sa modernité? Laurence Parisot est avec nous, ancienne présidente du MEDEF, qui n'aime pas l'esthétique de la tour Triangle. Antonio Duarte, architecte urbaniste, président de l'association du Grand Paris. En matière de goût et de couleur, moi je ne serais pas juge, chacun a son avis à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur ce que disait Laurence Parisot sur l'innovation. Ce qu'on voit dans toutes les villes monde, c'est que plus on innove, plus on a besoin de se rencontrer. Et les nouvelles technologies n'ont pas permis le télétravail. Tout le monde ne travaille pas de chez soi parce qu'on a besoin d'échanger la machine à café, de se voir en réunion, de voir le service d'à côté, plutôt que d'avoir effectivement des entreprises qui sont complètement éclatées dans Paris, dans plusieurs immeubles, comme c'est le cas dans BNP, pour BNP dans le centre de Paris, dans le quartier Bourse, qui est encore une des plus grandes entreprises Paris intramuros. Et donc il faut une certaine diversité. Certes, les startups préféreront peut-être du coworking dans des petits immeubles, d'anciens garages reconvertis, mais il faut aussi des espaces d'accueil pour des entreprises moyennes qui se développent, pour des grandes entreprises. Et ces immeubles contemporains répondent à une demande qu'on peut apprécier ou pas effectivement à titre personnel. Effectivement, si vous faisiez un sondage, je crois que vous étiez sondeur de métier, peut-être effectivement tout le monde ne préfère pas travailler dans une tour, je peux le concevoir, mais il y a une demande, il faut une diversité. Les salariés n'aiment pas ça. Ça, c'est aux patrons, aux salariés d'en juger lorsqu'ils font des sondages et qu'ils décident de l'implantation d'une entreprise. Je crois qu'il faut une certaine diversité dans l'écosystème. Moi, je vais vous dire, je connais une entreprise du CAC 40, donc une des plus grandes entreprises françaises, qui était il y a 2 ans encore dans le centre de Paris. L'entreprise, comme vous disiez, monsieur, a fait le choix d'aller dans une tour du côté de Boulogne. C'est l'entreprise qui a fait le choix parce qu'il y avait une optimisation en termes de coûts, de gestion à ce déménagement. Mais aujourd'hui, 1 an et demi après, beaucoup dans l'entreprise regrettent ce déménagement. C'est qui? Non, je ne le dirai pas. Vous le savez, Olivier Gérard. Je ne le dirai pas. C'est quoi? Et encore une fois, c'est pas la transformation du quartier. C'est pas la transformation du quartier de la porte de Versailles que je mets en cause. C'est pas l'idée d'Anne Hidalgo et de Jean-Louis Missica, qui est un ami, au contraire, d'aller vers quelque chose de très différent. On peut pas non plus impunément toucher à l'esthétique, à la perspective d'une des plus grandes et belles villes du monde,
sans subir des conséquences ultérieures qui pourraient être dramatiques. Et j'insiste d'autant plus là-dessus que cela fait 30 ans qu'on sait que les Français sont plutôt déprimés, n'ont pas le moral, etc. Et on ne se pose jamais la question de l'enlaidissement de nos villes françaises, y compris de nos villes moyennes, des dégâts que nous avons faits à l'entrée de toutes nos petites villes, avec des centres commerciaux qui sont des blocs, des parallélépipèdes qu'on a plantés comme ça, sans compter les zones artisanales, qui sont d'une laideur absolue. Enfin, tout le monde préfère travailler dans quelque chose qui est beau. Mais on ne peut pas faire une jolie tour, à votre avis, Laurence Parisot ? mais pas une tour de 180 mètres dans une ville qui se caractérise par le fait que elle ne dépasse pas 6 mètres. Symbole de modernité, d'attractivité. Lorsqu'on voit Londres... Mais attendez, quelle est l'innovation architecturale à New York qui a le plus grand succès aujourd'hui ? Alors c'est à peine architectural, mais qui urbanistique, je dirais. C'est la Green Line ? Ben oui. Ben voilà. Alors, on a repensé quelque chose à une certaine hauteur, mais on n'en a pas rajouté. On a mis ça, on l'a rendu piétonnier, connecté. Pourquoi Paris ne met pas la Wi-Fi gratuit partout ? Ça, franchement, ça serait de la modernité. Ouais, juste un mot, Henri Buzicazo. Ça ferait du travail pour tous ceux qui installeraient des bornes. C'est Unibail qui va payer 500 millions, qui va investir, qui va payer un loyer annuel d'environ entre 2 et 6 millions d'euros par an, 7 millions à la mairie de Paris. En fiscalité, ça rapporte quoi cette histoire ? Alors, en fiscalité, plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est certain que la petite histoire explique aussi la grande. Là, on parle de grands sujets, on est là pour ça, l'économie générale, l'esthétique aussi, et puis il y a les besoins de la ville de Paris de faire entrer dans les caisses des contributions qui manquent aujourd'hui à l'appel. Notamment, les droits de mutation à titre onéreux ont beaucoup fléchi, et c'était 1,2 milliard naguère, il y a encore 2 ou 3 ans. Bon, voilà. Donc la petite histoire explique la grande aussi, il faut le dire. Ça rapporterait combien donc en fiscalité ? Plusieurs dizaines de millions d'euros, incontestablement. Donc, sur cette seule tour, bien sûr. Sur cette seule tour, bien sûr. Allez, 2 questions d'actualité pour terminer, puisqu'on a la chance de vous avoir. Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, votre successeur Pierre Gattaz appelle à supprimer l'ISF pour garder l'investissement en France. Il nous dit, voilà, pour, cite, 4500 ETI en France, contre 8000 en Italie, 10 000 au Royaume-Uni, 12 500 en Allemagne. Est-ce que les ETI sont vraiment les victimes de l'ISF ? Est-ce que sa proposition est bonne ? Alors, très largement, les ETI sont victimes de l'ISF. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait savoir mieux expliquer aux Français. Si beaucoup de chefs d'entreprise estiment qu'il faudrait supprimer l'ISF, c'est d'abord parce que ce sont des personnes, des familles bien souvent, qui n'ont qu'une envie, c'est d'investir dans de nouvelles entreprises, dans de nouveaux projets, et l'ISF les en empêche. Donc ça, oui. En revanche, je ne crois pas que ça soit le bon moment pour poser le débat. La situation économique est dramatique, vraiment dramatique. Il y a beaucoup de réformes à faire, des réformes qui demandent de la solidarité, qui demandent aussi du courage et de comprendre les mécanismes économiques. Je dirais que l'ISF, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en débat public, quand on aura déjà recouvré une certaine forme économique. Mais il faut faire les choses dans un certain ordre pour qu'elles soient comprises et acceptées. Et acceptée de la population. Dernière question dans ce climat donc de désolation économique. Le patronat, CGPME et MEDEF également appellent à une mobilisation à partir du 1er décembre. Est-ce que c'est de bon ton, est-ce que c'est opportun pour réagir à un gouvernement qui finalement se montre assez pro-business dans ses propos en tout cas ? Tout dépend de la forme de la mobilisation. Si il s'agit de rencontrer l'opinion publique en général ou des publics particuliers, syndicaux par exemple, et leur dire quelles sont concrètement et quotidiennement les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, pourquoi elles ne peuvent pas aujourd'hui embaucher plus qu'elles ne le font, pourquoi pas ? Plus les Français comprendront notre situation, mieux ça sera. Mais une manifestation dans la rue des patrons, ça vous semble pas une bonne idée ? Alors là, très récemment, il y a quelques jours, j'ai rencontré le président d'un
d'une grande fédération professionnelle. Je lui ai demandé s'il envisageait de demander à ses membres d'aller dans la rue. À ma grande surprise, il m'a dit oui. Je lui ai demandé, dans ce cas-là, si vous faites ça, qu'est-ce que vous imaginez comme étape ultérieure? Qu'est-ce qui se passera? Et là, j'ai remarqué qu'il était muet. Et je crois qu'il faut bien que tout le monde comprenne que ce serait, à mon avis, au mieux stérile d'aller dans la rue, mais au pire, très dangereux. Très dangereux parce que risquant de provoquer en retour des réactions par tous ceux qui ne comprendraient pas cette attitude des chefs d'entreprise. Nous, les chefs d'entreprise, nous sommes responsables, nous sommes transparents, nous disons les choses, nous sommes conquérants et combatifs même dans l'adversité. Et croyez-moi, c'est une sacrée adversité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais je crois qu'il n'est pas non plus pour autant nécessaire d'aller dans un risque de provocation. Laurence Parisot avec nous ce soir, l'ancienne présidente du MEDEF. Je remercie également Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. Olivier Gérard à la tête de Cushman & Wakefield en France. Et puis Antonio Duarte, il est architecte, urbaniste, économiste, président de l'association du Grand Paris. Rediffusion tout à l'heure 23h30 sur BFM Business. Bonne soirée, bonne nuit. Rendez-vous demain mardi à 19h. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.